Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Eh bien oui, l'un de vous m'a proposé de faire une vidéo sur ce sujet et j'avais prévu de le faire parce que force est de constater quand même que là on atteint des sommets. Entre autres sujets que je vais aborder, je vais commencer par les Césars. Les Césars, 46e cérémonie, censée magnifier, censée célébrer le cinéma. Sauf qu'évidemment, comment faire une cérémonie quand depuis maintenant près d'un an, la plupart des cinémas sont fermés, ont réouvert pendant quelques semaines, mais sont depuis début octobre, je crois, ou début novembre, fermés, et donc très peu de films. Comment promouvoir des films que des gens n'ont pas vus parce que les films ne sont pas sortis, ou parce que les films ont vu leur sortie nationale repoussée, remis au calendrier sur 2021, et encore 2021, c'est pas sûr qu'un certain nombre de films finalement sortent en lieu et place tels qu'ils ont été calés sur les calendriers, parce que pour l'instant, eh bien, on ne sait pas quand les cinémas vont réouvrir, puisque nous avons une ministre de la Culture qui évidemment n'a aucune visibilité, donc vu la pression qu'elle subit actuellement, elle espère, je dis bien elle espère, ça ne veut pas dire que ça va être, mais c'est qu'elle espère pouvoir réouvrir les salles de spectacle d'ici la mi-avril. Pas certain, parce que vu que d'un côté on nous fait le coup des chiffres qui sont très mal, qui pourraient éventuellement ramener à des confinements locaux. Force est de constater que cette cérémonie, on l'a gardée parce que show must go on, mais le problème c'est que je crois que c'est sans doute la pire cérémonie des Césars qu'on a pu voir à la télévision. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que même la presse de gauche, plutôt bien pensante, ne pouvait pas en dire autrement que faire un constat d'échec, d'avoir essayé de célébrer le cinéma à juste niveau. Ça a été évidemment plus une foire d'idéologie, une foire de politique, ça a été véritablement une vitrine de revendications. On a évidemment des prix qui ont été donnés, alors peut-être le moment le plus notoire de cette cérémonie, ça a été évidemment le César d'honneur qui a été donné aux Splendides. Seulement, de certaines réactions des membres du Splendide, je pense à Gérard Jugnot par exemple, qui le lendemain, je crois, sur une radio, a expliqué que ils étaient très contents de l'avoir reçu, mais ils auraient aimé recevoir ça dans un contexte un peu différent, parce que franchement la cérémonie c'était presque, ils étaient mal à l'aise d'être récompensés dans une ambiance pareille, qui n'était pas une ambiance très joyeuse, n'était pas une ambiance à la fête. Compliqué. Donc je trouve que ça manquait un peu c'était sévèrement ça manquait sévèrement de légèreté, quoi. Sinistre, ont écrit de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, vous diriez la même chose? On n'a pas regardé, nous, on a regardé un peu au début, quoi, mais on était entre nous, on nous a cachés, et puis on est parti assez vite. Ah, vous n'avez pas voulu rester après? On n'avait pas le droit. Ah, vous n'aviez pas le droit? Si, on aurait pu, mais enfin bon... Oui, c'est vrai, moi je partage un peu cet avis, c'était très... Oui, c'est dommage, parce que c'est pas ça qui va donner aux gens l'envie de retourner au cinéma, je crois. Je trouve que ça donne une image un petit peu... Et puis, quand il y a quand même des gens qui savent que en France, c'est pas pire qu'en Italie, en Allemagne, en Angleterre... Enfin, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Dire ça, on va être traité de collabos. Ah vraiment, vous croyez que ça, on peut vous faire ce procès-là? Non, je trouve que les gens manquent un peu de lucidité, quoi. Il y a cette espèce de... Et je ne pense pas que quand il y aura Marine Le Pen, la culture sera mieux traitée. Voilà, c'est tout. On parle d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui a été récompensé? A été récompensé, évidemment, on ne pouvait pas y échapper, puisque de toute façon, là, c'est pas une nouveauté, hein. Les Césars, ça a toujours été aussi en lieu et place une cérémonie dans laquelle
on incrémente également de l'idéologie, on incrémente des phénomènes de tendance. Souvenons-nous l'année dernière du scandale de Polanski, et il y a eu d'autres scandales avant, et d'autres messages émis par un certain nombre d'artistes qui, on se souvient par exemple, il y a, je crois dans les années 90, il y avait Sophie Marceau qui en était dans quelques phrases revendicatrices, mais qui à la limite aurait mieux fait de fermer sa gueule parce que c'était pas le lieu et place, mais voilà, il y a des gens qui ont besoin de faire ça durant ce genre de cérémonie. Sauf que là, là, on est quand même atteint un certain sommet, puisque je pense que ce que l'on retiendra certainement de cette cérémonie, c'est l'intervention de cette actrice qui s'appelle Corinne Massiero. Oui, Corinne Massiero. Corinne Massiero qui arrive en peau d'âne, qui dit elle était là pour remettre le César de meilleur costume. Alors, comme c'est toujours tradition, dans les Césars, on essaie de faire de l'humour, on essaie de faire une petite scénette, histoire d'animer. Bon, sauf qu'on sent bien qu'il y a des fois, c'est pas très bien répété, c'est pas récité avec très grande conviction, donc parfois ça tape complètement à côté. Et donc, Corinne Massiero arrive en peau d'âne, elle retire sa peau d'âne, elle se retrouve en nuisette, et elle retire sa nuisette, elle se retrouve à poil, avec des inscriptions sur la peau, etc. Revendication, message... Sauf que le problème, c'est que, déjà... Corinne Massiero, c'est une actrice qui fait du Corinne Massiero. Alors je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis que quand vous regardez sa carrière, même quand vous la voyez dans la série qui l'a rendue célèbre, une série d'ailleurs qui apparemment a été diffusée sur France 3 et qui maintenant a été reprise sur France 2, où elle joue le rôle d'une gendarme, ou quelque chose comme ça, mais une gendarme un peu atypique. Mais le problème, c'est quand vous regardez les films de Massiero, elle joue du Massiero. C'est-à-dire qu'elle a ce jeu assez débonnaire, assez populaire, etc. Et d'ailleurs, elle est assez proche, généralement, des milieux populaires. Elle soutient les Gilets jaunes. Mais on a l'impression que Massiero, même si pourtant elle a quand même une sorte de parcours de comédienne, il y a des fois on a l'impression qu'elle provient plutôt du secteur des acteurs amateurs. Ça ne veut pas dire que son jeu est pas bien, au contraire, ça rentre dans un jeu particulier qui complète très bien à certains personnages qu'elle interprète au cinéma, et également pour ce personnage de gendarme dans la série. Mais voilà, quand on appelle Corinne Massiero dans une émission de télé, que ce soit en interview, etc., il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, elle dise des choses à sa façon, alors qu'elle les dise avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup je dirais de revendication, sauf que là, évidemment, est-ce que c'était vraiment nécessaire de finir à poil? Je pense que non. Quand on a besoin de faire délivrer un message, il y a des façons de le faire, sauf que là, évidemment, c'est de la provoque pour chier, je dirais, dans les bottes de ceux qui sont censés organiser ce genre de cérémonie, avec, en plus de ça, un impératif, c'est que c'est quand même une heure d'écoute grand public. Force est de constater qu'évidemment, là, c'est plutôt mal barré pour la nouvelle équipe de direction de la cérémonie des Césars, puisque je rappelle que Terzian et compagnie ont démissionné à cause du scandale de Polanski. Donc c'est une nouvelle équipe qui a été nommée, et donc c'est leur première cérémonie. Force est de constater que là, ils ont complètement tout foiré. Que dire d'autre, si ce n'est, bon, comme je vous l'ai dit, c'est les Césars. Donc les Césars, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un petit peu d'idéologie, qu'on récompense des gens, pas forcément pour leur talent, mais plus parce qu'ils sont représentatifs ou concernés par les phénomènes tendances. On l'a vu, puisque vous avez... alors, le film qui a été le plus récompensé, c'est quand même Adieu les cons. Alors,
J'ai envie de dire personnellement, je suis très content pour Albert Dupontel, qui est le réalisateur et qui joue également dans le film avec Virginie Efira. Sincèrement, le film, j'aime bien Dupontel. Moi, je suis un inconditionnel de Dupontel. Son film est super bien fait, c'est super bien tourné, etc. C'est peut-être pas le meilleur de ses films, mais ce qui est quand même formidable, c'est que finalement, le problème d'Adieu les cons, c'est que le film est sorti pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il est sorti le mercredi, et le vendredi, les gens apprenaient que le gouvernement décidait de refermer les cinémas. Donc le film a été exploité que 3 jours. Donc ils espèrent évidemment que si on réouvre les salles le mi-avril, le film sera toujours à l'affiche. Les gens vont pouvoir aller voir le film. Le seul problème, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté dans le fait de récompenser ce film, c'est que Dupontel n'a jamais été véritablement pour ce genre de cérémonie. Il s'en est jamais vraiment caché. Et puis en plus de ça, Dupontel, c'est quand même quelqu'un qui est à l'opposé de toute cette bien-pensance qui en général fait partie de la construction même de l'organisation et du déroulement des Césars. Dupontel, c'est quand même quelqu'un qui à plusieurs reprises dans des interviews et d'ailleurs c'est un bon client, s'exprime sur des sujets d'actualité et s'exprime parfois de façon assez lucide et intelligente, et parfois va à l'encontre de l'intérêt de la promotion de certaines idéologies. Et en effet, il est assez loin de ces Césars, il est assez loin de ce Payette, de ce Strass, mais je pense que bon, c'est très bien, et au moins ça récompense, je dirais, véritablement sa carrière. On a également un certain nombre de gens donc, qui ont été récompensés, donc là je retire un petit peu mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Donc meilleur film, Adieu les cons, meilleure réalisation, Albert Dupontel, meilleure actrice, Laure Calmani, pour le rôle d'Antoinette dans Les Cévennes. Alors je vais vous dire, franchement, j'ai vu le film. Ce film est sympa, je veux dire, je dis pas que le film est mauvais, mais il n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est que l'actrice, en effet, elle a déjà un sacré bagage, elle a déjà une carrière derrière elle, mais sincèrement, de là à lui donner le César de la meilleure actrice, je suis pas... Mais quand même, on a échappé à Carmela Jordana, c'est déjà ça. Meilleur acteur, Sami Boujila pour le rôle de phare dans Un fils. Sami Boujila, oui, c'est un bon acteur hein, là-dessus, pareil, qui a déjà sa carrière. Émilie Dequesne, alors Émilie Dequesne, on a l'impression que c'est une actrice qui tout d'un coup réapparaît sur le devant de la scène. J'ai envie de dire que limite, on se demande si c'est pas un César qu'on lui a donné justement pour relancer un peu sa carrière, parce que je rappelle qu'Émilie Dequesne, elle a eu son heure de gloire quand elle a reçu, je crois, le prix d'interprétation féminine. Je crois qu'elle avait reçu aussi un César pour le film qu'elle a fait, mais il y a très longtemps, hein, c'était le film des frères Dardenne, c'était Rosetta. Puis depuis, on l'a vu dans pas mal de films, hein. On l'avait même vu dans le film de Christophe Gans, Le Pacte des loups, mais si vous êtes des cinéphiles, peut-être vous me direz des titres de films récents dans lesquels on a pu voir Émilie Dequesne. Ensuite, meilleur acteur dans le second rôle, Nicolas Marié, Adieu les cons. Là, pareil, Adieu les cons, Nicolas Marié, c'est déjà aussi un acteur qui a de la bouteille. Meilleur espoir masculin, Jean-Pierre Zadi pour Tout simplement noir. J'ai l'impression qu'on retiendra uniquement son discours, ou encore une fois de plus, ce monsieur, c'est un acteur black, le film met évidemment la blackitude à l'honneur dans le scénario, et il profite de la situation pour nous parler évidemment de l'actualité, des luttes, des luttes contre les violences policières, etc. Alors évidemment, sur Internet et certains médias, et surtout sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ont sauté à la gorge en disant « Samuel Paty, c'est de la merde ». Et après, il est parti dans un problème d'un produit toxique qui serait utilisé. Enfin, on sent que ces gens-là
sont concernés, sauf qu'ils mélangent tout. C'est-à-dire que là, on est là pour une cérémonie, sauf qu'ils profitent de la cérémonie qui est censée fêter le cinéma pour faire de la politique, pour faire de l'idéologie. Sauf qu'ils le font pas bien, ils le font sur des sujets que eux estiment être très importants, alors que ce sont des sujets qui rentrent dans une complexitude d'autres sujets, dans un ensemble de problématiques qui sont beaucoup plus larges, et qui ont des ramifications beaucoup plus larges. Mais eux, apparemment, n'ont retenu que ça. Donc, enfin, voilà, je veux dire, c'est encore une fois de plus, c'est un petit peu, c'est décousu, voilà, c'est pas très sérieux. Meilleur espoir féminin, Fatia Youssouf pour le rôle de Mignonne. Là encore, bah, c'est les Césars, hein, dans toutes les cérémonies des Césars, il y a toujours des gens qui sont récompensés parce que bah, ils représentent quelque chose, pas pour leur talent. Parce que bon, je suis désolé, mais Fatia Youssouf, elle a joué dans ce film qui s'appelle Mignonne. Bon, j'ai vu le film, et le film est sympa. Le film a un fond qui est intéressant, etc. Je rappelle, c'est ce fameux film qui avait été un petit peu blacklisté aux États-Unis parce que, pensant que, enfin, certains moralistes bien pensants américains estimaient que le film était un prosélytisme à la pédophilie, à l'hypersexualisation des gamines, etc. Alors que, en effet, il y a cet aspect dans le film, mais c'est pas le fond du problème du film. Donc, voilà, je veux dire, l'actrice, elle joue bien dans le film, etc. Mais c'est son premier film. Donc, le fait de lui donner le meilleur espoir féminin, je veux dire, il y a d'autres actrices dans le cinéma français aujourd'hui qui ont déjà 2-3 films derrière elles, qui mériteraient certainement mieux de recevoir ce prix. Meilleur scénario original, bon, c'est de Bontel. Meilleure adaptation, Stéphane Desmoustiers pour La fille au bracelet. Meilleur costume, donc, Madeleine Fontaine pour La bonne épouse. Meilleure photographie, Alexis Krajinski pour Adieu les cons. Carlos Conti, meilleur décor, Adieu les cons. Meilleur montage, Tani Braz pour Adolescente. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, je vais pas, le son, musique, c'est Rhône pour Nuit venue, meilleur premier film de Filippo Meneghetti, meilleur film d'animation, Joseph de Aurel, etc., etc. Donc, bon, il y a le meilleur film étranger, donc c'est le Drunk de Winterberg, qui est pas mal. Voilà, il y a un cinéma nordique qui commence à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, moi personnellement, je suis assez fan du cinéma nordique parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes, même si ça reste encore un cinéma assez confidentiel, on va dire, qui n'est pas franchement un cinéma grand public à proprement parler, pardon. Donc, mais quand on voit évidemment ce qui est dans les sélections, on va dire, bah, on se rend compte que il y a très peu de films finalement. Alors, en revanche, on se rend compte que Été 85 de François Ozon est reparti quasiment les mains vides. Le De Gaulle n'a rien reçu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Quand on regarde les catégories, on retrouve quasiment toujours les mêmes films. Que ce soit, par exemple, Meilleur espoir masculin, il y a Été 85, mais il y a aussi Été 85 dans meilleur costume, meilleure photographie, meilleur décor, meilleur montage, meilleur son, meilleure musique originale. Il était aussi pour meilleure actrice de second rôle, meilleure réalisation et meilleur film, évidemment. Mais voilà, bon, je veux dire, la diversité, on va dire, des Césars dans la sélection est évidemment coule de source sur la situation pandémique. Mais encore une fois, quand vous regardez la cérémonie, vous vous rendez compte que, oui, c'est pauvre, quoi. C'est pauvre, c'est guindé. Alors, en plus, il y en a certains qui, évidemment, ont chopé que on insiste sur les gestes barrières, etc., alors que tout d'un coup, vous voyez bien des acteurs qui sont en train de commencer à retirer le masque, etc. Enfin,
voilà, je dirais que cette cérémonie des Césars, elle rentre finalement dans la lignée de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation, purement et simplement, de ces événements, on va dire, culturels, entre guillemets, parce que aujourd'hui, même aux États-Unis, on a vu ce que ça donnait avec les Golden Globes, on l'a encore vu ce week-end avec les Emmy Awards qui sont qui est la cérémonie pour la musique. Comme je l'ai tweeté d'ailleurs, encore une fois, on a l'impression de revoir la cérémonie de l'année dernière, parce que c'est souvent les mêmes artistes qui remportent des trophées. Les Emmy ont récompensé Beyoncé, Taylor Swift, alors évidemment d'autres artistes ont été aussi récompensés, mais encore une fois, surtout les Emmy Awards, ça fait depuis des années qu'on sait que ça ne récompense pas la musique proprement dit, ça récompense du business, ça récompense des artistes, et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on retrouve toujours les mêmes. Moi, en ce qui me concerne, sur la musique, il y a une cérémonie aux États-Unis, alors qui est très peu connue en Europe, qui est l'équivalent des Emmy Awards, mais qui concerne uniquement que la musique country. Et là, la musique country... j'ai envie de dire, la musique country, le problème, c'est que eux, un jour, ils vont passer à la trappe. Parce qu'évidemment, la cérémonie de la musique country, c'est grande majorité, c'est que des blancs. C'est quand des blancs, ça donne un peu l'allure de toucher un petit peu aussi le progressisme chez les artistes country, alors qu'on sait que la country, c'est quand même une musique dans laquelle évoluent des gens qui sont plutôt conservateurs. Il y a quelques blacks, il y a quelques afro-américains qui font de la country. D'ailleurs, aux Emmy Awards, une artiste country a fait une prestation assez intéressante, qui est de bonne qualité, on va dire. Mais évidemment, aux États-Unis, on attend, c'est les Oscars. Comment vont être les Oscars cette année? On attend le pire, encore une fois de plus. Comme pour les Césars, le choix des films est assez limité. On sait déjà que de toute façon, il y aura Nomadland. Comme on dit souvent, et comme je l'ai dit que dans la vidéo quand je parle des Golden Globes, on dit souvent que les Golden Globes, c'est l'antichambre des Oscars. C'est-à-dire très souvent, les gagnants des Golden Globes, s'ils sont nommés aux Oscars, en règle générale, ils remportent aussi les Oscars. Donc, je pense qu'à mon avis, aux Oscars, on risque de ne pas avoir beaucoup de surprises. Je pense que Nomadland va certainement l'emporter, ou va certainement emporter au moins plusieurs Oscars, et non des moindres, peut-être les plus importants même. Et donc, pour revenir aux Césars, les Césars, c'est pareil. Ça a été très souvent, et depuis très longtemps, c'est une cérémonie guindée qui touche le cinéma, souvent le cinéma d'auteur, cinéma d'art-essai, cinéma intello, on va dire, et ce qui souvent d'ailleurs a été porté en critique, c'est que des grands succès populaires, très souvent, ne trouvent pas leur place dans cette cérémonie. On parle, par exemple, on se souvient d'Echti, de Danny Boone, ou même, à son époque, les films de Funès, qui n'étaient jamais retenus dans les cérémonies des Césars. Donc, je dirais que les Césars restent quand même cette frontière qu'il y a entre cinéma populaire et cinéma 7e art. Voilà, la cérémonie des Césars, c'est la complaisance, c'est l'autosatisfaction de ce milieu artistique. Qui plus est, le cinéma français est une sphère extrêmement verrouillée, extrêmement fermée. Raison pour laquelle, ce qui fait que vous avez certains artistes qui très souvent n'y vont pas aux cérémonies des Césars, même des artistes qui, je dirais, au fond du cinéma d'auteur, font du cinéma d'art-essai, mais au fond aussi du cinéma populaire. Doit-on obligatoirement nommer celui auquel on pense en premier, qui est Gérard Depardieu? Mais voilà, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, je pense que de toute façon, le problème des Césars, c'est que ça essaye de se faire cérémonie
c'est-à-dire un événement télévisuel à l'image de ce que sont les Oscars. Les Oscars, c'est ça, c'est un show télévisé. C'est pas un show pour récompenser véritablement le cinéma américain ou le bon cinéma américain, même si il y a certaines années où les films qui sont récompensés sont justifiés de par leur qualité, tout comme les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les scénaristes, etc. Après, c'est du cinéma. Je veux dire, on n'aime pas les films, on est d'accord, pas d'accord avec le palmarès, etc. Le fait est, c'est que on ne retirera jamais le fait que les Césars a toujours été quelque chose de guindé, quelque chose d'intello, quelque chose de huppé, quelque chose d'entre-soi, surtout les Césars, parce que si les Oscars, à comparaison, c'est un show, donc il y a des gens qui sont là pour faire le show, dans les Césars, on sent bien qu'il y a des gens quand même qui sont là pour se cirer les pompes. Disons-le carrément. C'est pour ça que pour essayer de faire un petit peu plus, pour essayer de toucher un petit peu plus de téléspectateurs, on a commencé à prendre des présentateurs pour faire un petit peu d'humour, pour faire un petit peu de le show aussi. Mais on sent bien qu'il y a des moments c'est plat, il y a des moments c'est du récité, il y a des moments il n'y a pas de spontanéité, il y a des moments où il y a des blancs même des fois dans cette cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a des blancs, on se dit mais il fait quoi le réalisateur là? Là, il faut être réactif. Faut donner donner de la dynamique, je dirais, dans la réalisation de cette émission. Ben non, il y a des moments où tout d'un coup, on attend. On attend quoi? Le déluge? Qu'est-ce qui se passe? Coordination? Enfin, il y a des moments où, pourtant, une cérémonie comme les Césars, qui doit être censée être faire travailler comme des gens professionnels, on a franchement des moments où on a l'impression d'un amateurisme absolu. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette cérémonie des Césars, si ce n'est qu'elle enfonce encore plus, je dirais, ce microcosme artistique parisien, parce que voilà, disons les mots, qui se prétend vouloir essayer d'attirer les Français à soutenir le cinéma, mais surtout à soutenir leur gagne-pain. Parce que malheureusement, oui, si aujourd'hui il faut que les cinémas réouvrent, parce que ce sont aussi des professionnels, tout comme je l'ai été pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui sont quand même un petit peu en souffrance, le cinéma reste avant tout quelque chose, un spectacle populaire, et qui plus est, surtout aujourd'hui, où ce cinéma, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remets là en haut si vous ne l'avez pas vue, et qu'il est aujourd'hui important que les gens puissent retourner au cinéma, que les cinémas réouvrent, pour justement voir comment les gens vont se comporter maintenant, avec, et peut-être après, après la pandémie, pour justement essayer d'élaguer un petit peu la situation et savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer, qu'est-ce qu'il va falloir réinventer aujourd'hui dans le cinéma. Sauf que quand on voit les cérémonies des Césars, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui sont en train de pleurer, parce qu'ils demandent à ce que les cinémas se réouvrent, parce que c'est le seul moyen pour eux d'avoir leurs films exposés, leurs films en exploitation, et qui plus est, faire en sorte que le film gagne un peu d'argent quand même, même si on sait que la plupart des films qui sont récompensés seront des films déficitaires, c'est pas des films qui vont gagner de l'argent. Mais aussi, évidemment, leur gagne-pain, c'est-à-dire que c'est quand même des gens qui, par je dirais, le processus des contrats, des cachets, en tant qu'intermittent du spectacle, etc. On peut pleurer en effet sur les intermittents du spectacle, j'ai envie de dire, sur les prestataires, les techniciens, etc. Parce que justement, c'est ces gens-là qu'on voit à la cérémonie des Césars, qui souvent font que des films coûtent très cher parce qu'ils demandent des cachets très chers. Sauf qu'évidemment, en France, le cinéma français, l'argent est tabou. On ne parle pas d'argent dans le cinéma français. D'où la raison pour laquelle on lui donne l'étiquette de 7e art. Dans l'art, il ne faut pas parler d'argent dans l'art. Hein, c'est l'art. L'art n'a pas de valeur. Donc la prestation d'un acteur n'a pas de valeur. C'est de l'art.
hein, c'est de la comédia, c'est de la prestation, oui, sauf que moi je peux vous dire par exemple que Marina Foïs, qui était donc la présentatrice, personnellement j'ai rien contre cette actrice, au contraire je pense que c'est une très très bonne actrice qui a su démontrer qu'elle est capable de faire des films dramatiques, mais voilà, qui fait partie de cette génération, ouais, j'ai envie de dire de cette génération Canal+, mais Canal+ des années 90, qui de temps en temps, la joue un petit peu moralisateur, moralisatrice, très de gauche, hein, évidemment. Les acteurs de droite n'existent pas, ou n'ont pas de, je dirais, de tribune, hein, en général. Ils en ont, ça peut arriver, mais c'est pas cela qu'on récompense en général dans ce genre de cérémonies, qui sont maintenues par des gens qui ne récompensent que l'entre-soi de gauche. Et donc, Marina Foïs, pareil, en tant que présentatrice, moyen, quoi. On sent que c'est pas son truc, quand même. Son truc, c'est la déconnade, ça c'est clair. Mais il y a un moment donné où il faut savoir déconner. Il y a un moment pour... Vous savez, la présentation d'une cérémonie comme les Césars, c'est comme une partition de musique. C'est à un moment donné, il faut respecter chaque note. Or, il y a des moments, Marina Foïs, elle joue des fausses notes. Donc voilà, on ne s'improvise pas présentatrice de ce genre de cérémonie. Et donc Marina Foïs, elle fait partie de ces actrices qui aujourd'hui ont une cote, on va dire, dans le milieu, et qui en profitent. Logique. Et donc coûte cher. Généralement dans ce genre de production, quand ce ne sont pas des acteurs et des actrices qui non seulement prennent des cachets, mais en plus de ça prennent des pourcentages sur les recettes. Alors, le pourcentage sur les recettes, en général, c'est ce qui est pratiqué pour des acteurs qui, suivant les films, par exemple, c'est ce que fait Depardieu. Depardieu, quand il joue dans des petits films, et souvent demande des cachets ridicules, et on lui octroie, alors même si parfois ça ne sert pas à grand chose, parce que les films évidemment ne font pas suffisamment d'entrées, donc ne font pas suffisamment de recettes, mais il a donc un intéressement sur le nombre d'entrées, mais c'est le cas par exemple de gens comme Auteuil, comme Béard, qui eux demandent parfois un bonus sur un quota d'entrées. C'est-à-dire que si le film fait 1 million ou 2 millions d'entrées, eh bien il touche un pourcentage de la recette au-delà du nombre d'entrées, ou des fois au-delà du chiffre d'affaires que fait le film. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment donné, vous vous dites, pourquoi faire ça? Pourquoi pas juste se contenter d'un cachet à la hauteur de la prestation, au cachet, évidemment. Je ne suis pas contre le fait de faire valoriser un cachet par rapport à ce que vous représentez dans le cinéma, de par votre talent, de par aussi votre nom, parce que votre nom, il sert aussi à vendre un film. Je veux dire, si vous mettez un film avec Benoît Delamotte ou Gérard Depardieu, il est évident que les gens sont plus intéressés ou plus attirés en curiosité par le film avec le nom Gérard Depardieu que Patrick Delamotte. Enfin voilà, ça me paraît évident, donc c'est normal. Je veux dire, je ne suis pas critique là-dessus, mais il y a un moment donné où vous avez certains artistes qui le font de façon disproportionnée, et après on s'étonne que des films coûtent très cher et finalement ne rapportent rien. Mais voilà, c'est comme ça, c'est surtout quand ce sont des films qui, majoritairement en France, n'existeraient pas s'il n'y avait pas de la subvention. Subvention d'État, subvention du ministère de la Culture, subvention parfois même des régions, des départements, même parfois de certaines collectivités locales. Donc voilà, je veux dire, c'est là que on en vient finalement à ce problème de la cérémonie des Césars, c'est que la cérémonie des Césars est une cérémonie guindée, bourgeoise, disons-le carrément, de ces milieux intello, bobos, d'entre-soi de gens qui ont une fâcheuse parfois tendance un petit peu à toiser le cinéma populaire, alors que s'ils existent, s'ils sont là dans cette salle, s'ils font cette cérémonie-là, eh ben c'est surtout
grâce à l'argent du contribuable. Donc, finalement, on en revient toujours un petit peu à cette... Bon, c'est une expression un petit peu exagérée, mais finalement, qui résume tout. C'est qu'il y a des moments où on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a fait la Révolution française en 1789, où on a aboli des privilèges? Le seul problème, c'est que progressivement, eh bien, le peuple, sous son nez, s'est vu installer d'autres gens qui se sont octroyés d'autres privilèges. Et force est de constater que l'une des crises à venir du cinéma français, c'est justement ce privilège qu'il a de se voir subventionné bien au-delà de ce que d'autres cinémas, que ce soit le cinéma allemand, britannique, espagnol, italien, même américain, hein, le cinéma américain est très rarement subventionné par de l'argent du contribuable. C'est souvent de l'argent d'associations, c'est des productions, des coproductions. Il y a aussi maintenant de la production participative grâce à Internet. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est pour ça qu'il y a pas mal de films français aujourd'hui qui sont des petits films tout à fait sympathiques et qui démontrent qu'on est vraiment capable de faire des bons films, mais qui sont des films souvent financés par le processus de financement participatif. Et c'est d'ailleurs grâce à ce genre de procédé qu'un certain nombre de réalisateurs réussissent à se faire connaître, et parfois se faire connaître au point de finalement partir dans d'autres contrées comme aux États-Unis par exemple, pouvoir faire du cinéma, parce qu'en France, on ne leur ouvre pas les portes. C'est pour ça que je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui critiquent Europa, par exemple, la maison de production de Besson, sauf que la maison de production de Besson, elle a quand même permis à des jeunes réalisateurs d'émerger, si vous voulez, et qui n'auraient certainement pas pu émerger si Europa n'existait pas, parce que les autres productions, les autres maisons de production, etc., ne leur auraient jamais donné leur chance. Donc, remettons un petit peu quand même, redonnons à César ce qui appartient à César dans ce genre de domaine. Donc, pour terminer sur cette cérémonie des Césars, que dire de plus qu'on n'est pas très surpris, si ce n'est avoir été surpris de la médiocrité finalement de cette cérémonie, des récupérations idéologiques évidemment, mais ça a toujours été un petit peu dans les cérémonies, sauf que là je pense qu'on a atteint un très très haut niveau. Que dire de plus, si ce n'est qu'en effet, cette cérémonie des Césars, eh bien finalement, elle est un petit peu le miroir de l'état du cinéma français, c'est-à-dire un cinéma qui a besoin de se retrouver, de se réinventer, sauf qu'encore une fois de plus, et là je dirais la comparaison, elle est évidente, c'est exactement à l'image aujourd'hui des politiciens de la finance. C'est-à-dire que les gens du milieu du cinéma se rendent compte que leur modèle est en train de s'effriter, que leur modèle sur lequel ils se rincent plutôt bien parfois, eh bien risque demain de changer complètement de dogme. Et évidemment, ils essaient de faire tout et n'importe quoi pour essayer de sauver leur moyen de ressources, si on peut dire les choses ainsi, et peut-être voir que demain, on fera peut-être beaucoup moins de production qu'on en faisait avant, parce que le modèle économique, évidemment, va forcément être impacté par les conséquences de la situation pandémique, et évidemment des conséquences économiques qui vont suivre d'ici quelques mois peut-être, ou peut-être l'année prochaine, on verra un petit peu comment la situation va tourner. Deuxième chose, je vais essayer de vraiment survoler la chose parce que on va pas y rester des heures. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe avec l'AstraZeneca? Pourquoi est-ce que l'AstraZeneca est aujourd'hui mis de côté par un certain nombre de pays, et dont un certain nombre de pays européens, pour la petite histoire, donc qu'est-ce qui se passe avec l'AstraZeneca? Car entre ceux qui disent que le vaccin n'est pas recommandé aux personnes âgées, qu'il n'est pas aussi efficace que cela, et ceux qui rétorquent que c'est de la diffamation du fait d'un conflit entre le laboratoire et l'Union européenne, difficile de cacher que pourtant plusieurs pays l'ont déjà écarté, et pas seulement en Europe, mais aussi dans certains États des États-Unis. Panique de crédibilité, risque de répercussions sur les marchés, l'OMS en a même été d'un communiqué pour demander d'arrêter de blâmer le vaccin AstraZeneca
AstraZeneca. Et là, récemment, on a appris que l'Autriche, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie et la Lettonie ont appelé samedi à des discussions le plus tôt possible entre les 27 dirigeants européens sur les énormes disparités de distribution des vaccins dans l'Union européenne. Très rapidement, je rappelle ce qui s'est passé en réalité avec l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, en effet, a révélé qu'il était compliqué à administrer à des personnes âgées ou des personnes ayant des pathologies respiratoires sévères. Donc pour cette raison, c'était déjà le cas, je crois, fin de l'année dernière où la Californie a décidé de mettre de côté l'AstraZeneca. Vous avez également, je crois, l'Italie. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à le mettre à l'écart. Et on a vu l'OMS faire un communiqué en disant non, non, surtout arrêtez, c'est pas vrai, continuez à utiliser l'AstraZeneca, etc. Alors, c'était un communiqué, c'était très clair, hein, c'était pour sauver l'AstraZeneca au niveau de Wall Street. Hein, déjà, là, c'est... Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, l'Union européenne, quand elle a signé ses contrats avec les laboratoires, elle a signé un contrat avec AstraZeneca, sauf que dans le contrat AstraZeneca, amateurisme, incompétence, allez savoir, ils ont laissé une clause qui autorise, en fait, qui permet à AstraZeneca de dire nous fournirons les doses contractuelles dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Ça veut dire quoi dans la mesure du possible? Ça veut dire que si AstraZeneca a des impératifs contractuels autres que ceux de l'Union européenne, eh bien c'est les impératifs contractuels avec d'autres pays qui vont avoir la priorité de la livraison des vaccins plutôt que l'Union européenne. Voilà la raison pour laquelle l'Union européenne a divulgué, publié sur Internet l'accord pour cette petite vengeance, alors qu'en réalité, les seuls responsables, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat où ils n'ont pas fait gaffe que AstraZeneca se réservait parfaitement le droit de mettre en priorité qui il voulait. Et ils ont mis en priorité, évidemment, le pays là où ils sont issus, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, puisque je rappelle, AstraZeneca s'est allié avec Oxford. Donc, scandale, finalement. Et c'est pour ça que vous avez même Macron qui a, à un moment donné, dit que l'AstraZeneca, on va le mettre de côté, on va éviter de l'utiliser pour les personnes de plus de 65 ans, puisque apparemment c'est très clair qu'il est inefficace, etc. Donc, on a l'impression que l'AstraZeneca, en fait, il y a double peine. La première peine, c'est qu'en effet, peut-être que le vaccin n'est pas aussi efficace qu'il le prétend pour les personnes de plus de 65 ans, mais en plus de ça, subit le contre-coup, en fait, de la connerie d'un contrat mal ficelé par l'Union européenne qui ne blâme pas AstraZeneca de fournir les vaccins prioritaires à la Grande-Bretagne et à d'autres pays plutôt qu'à l'Union européenne. Mais du coup, l'Union européenne se retrouve un petit peu en slip parce que aujourd'hui, voilà pourquoi un certain nombre de pays aujourd'hui demandent une réunion d'urgence. Très clairement, c'est un message envoyé à Bruxelles en disant « Nous, on veut une réunion tout de suite, on veut des explications. Comment se fait-il que vous ayez signé ce type de contrat? Comment se fait-il que aujourd'hui, les pays, il y a une disparité entre la distribution des vaccins, etc. » On a aujourd'hui le Sputnik qui arrive sur le marché. On a même Estrosi à Nice qui, de par sa demande auprès des services de santé d'avoir un agrément pour utiliser le Sputnik à Nice, en fait démontre que finalement le gouvernement français est complètement incompétent et complètement dépassé dans sa gestion des vaccins. Il n'aura pas l'agrément puisque évidemment c'est le Sputnik, hein, c'est le russe. Donc on ne va pas donner la possibilité aux Russes de démontrer que leur produit est tout aussi efficace que les autres concurrents, copains, avec qui on a signé des accords et des contrats depuis Mathusalem. Donc voilà, encore une fois de plus, j'ai l'impression que cette histoire de pandémie, ces histoires de vaccins, etc., ça va certainement alimenter des gros romans pour des auteurs de best-sellers, parce que là, va y avoir à fouiller, va y avoir à enquêter, si tant est qu'on va
avoir des enquêtes, parce que, je veux dire, peut-être pas forcément dans les mois à venir, mais dans les années futures, va y avoir des responsabilités à trouver sur les conséquences que de mauvaises gestions de la pandémie ont provoqué à cette échelle. Donc AstraZeneca dans le collimateur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, affaire à suivre. Je vais pas revenir sur les résultats, juste très rapidement. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez un site qui permet de référencer tous les effets secondaires et vous avez l'équivalent en Europe. Il se trouve qu'en Europe, le site est accessible, mais les pages... alors, le problème, c'est que c'est pas très vulgarisé, parce que évidemment, pour trouver les bons vaccins, il faut utiliser le terme utilisé. Alors, je crois que le Pfizer, il y a un terme bien précis. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que quand ils essaient d'aller sur ce site-là, eh bien, ils n'arrivent pas à accéder aux informations. On a l'impression qu'en réalité, les informations sont véritablement bloquées. Donc, d'un côté, quand on parle de transparence, oui, sauf que la transparence, en réalité, elle n'existe pas pour un certain nombre de gens, et je dirais même elle n'existe pas pour le plus grand nombre. On ne prend que quelques chiffres qu'on veut bien montrer dans des émissions de télé, dans des émissions de débat, mais on ne montre pas tous les chiffres en comparatif. Donc voilà, je veux dire, à partir de là, ça alimente encore plus la conspiration. Alors, j'aime bien quand on critique d'un côté les gens qui font du conspirationnisme, mais le problème c'est que dans la gestion d'un certain nombre de sujets, ils font tout pour alimenter le conspirationnisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc à partir de là, la seule chose qu'on peut faire, c'est quand on a la possibilité, et d'ailleurs c'est ce que je fais de temps en temps, c'est quand j'ai la possibilité d'accéder à ce genre d'informations, je fais maintenant systématiquement des captures d'écran. Je garde des traces, comme ça au moins, si parfois je réutilise des informations dans mes vidéos, s'il y a des gens qui commencent à me dire que je suis conspirationniste, que je fais des fake news, etc., j'ai les preuves. Je peux les publier sur des vidéos et leur clouer le bec. Voilà pour cette vidéo, plus petite vidéo, on va dire. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, traditionnellement, portez-vous bien.